Bonjour à tous. Je vais vous parler du projet Assurepluie. Donc on a pu me faire remarquer à juste titre que je n'avais pas été très bon sur l'acronyme. L'intitulé complet, c'est Aspect sanitaire des eaux de surface, une approche pluridisciplinaire de la contamination hydrique par la leptospirose à tout haut. C'est un petit peu long, mais il y a des mots qui nous semblaient importants. Aspect sanitaire des eaux de surface, on était sur la démarche au fil de l'eau à travailler sur les eaux. Aspect sanitaire, on part sur la leptospirose, mais il y a d'autres sujets de santé qui peuvent être liés à l'eau. On vient d'en entendre parler un petit peu avec Nickel Chrome. L'aspect pluridisciplinaire, j'espère que je réussirai à vous convaincre. Et le site pilote à Touault, donc les sites d'études ont été présentés un petit peu par Cécile. Le but réel de ce projet, c'est de comprendre le rôle des fortes pluies dans l'épidémiologie de la leptospirose. C'est un projet qui se déroule sur 3 ans avec l'Institut Pasteur, l'IRD et l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Alors, à l'origine du projet, il y a l'importance de la leptospirose en Océanie et en particulier en Nouvelle-Calédonie. Au niveau mondial, la leptospirose, on considère que c'est un petit peu plus d'1 million de cas par an et à peu près 60 000 morts chaque année. Ça ne parle pas forcément beaucoup, mais ça fait un nouveau cas toutes les 31 secondes. Donc depuis que je parle, il y a déjà plusieurs personnes qui ont attrapé la leptospirose. Et un mort toutes les 9 minutes. Donc si je suis en forme, il y en a peut-être 2 qui seront morts d'ici que j'ai fini de parler. C'est pas négligeable quand même au niveau mondial, mais pire que ça, en Océanie, on est réellement dans la capitale mondiale de la leptospirose. On a à peu près 150 cas pour 100 000 habitants par an en Nouvelle-Calédonie. Et la deuxième marche du podium est occupée par l'Asie du Sud-Est, avec 50 ou 52 cas par 100 000 habitants et par an. Donc on est vraiment sur la plus haute marche du podium de la leptospirose dans l'Océanie. En Nouvelle-Calédonie également, on a entre 15 et 200 cas par an. Et de façon plus intéressante, on a des décès tous les ans. Et grosso modo, si on regarde sur les dernières années, on a à peu près le même nombre de personnes qui meurent en Nouvelle-Calédonie de la leptospirose et de la dengue. Au niveau opérationnel, ça peut être extrêmement problématique. Un des impacts extrêmement clairs qui est relevé par les cliniciens, c'est qu'on arrive à avoir des saturations des services de soins intensifs. On a un très bon système de santé et finalement beaucoup moins de morts que ce qu'on pourrait avoir ailleurs. Et parfois, on a 3, 4, 5, 6 lits de soins intensifs qui sont occupés par des patients atteints de leptospirose que par chance, on arrive à sauver. L'origine du projet, de façon plus générale, c'est qu'on sait tout à fait, en Nouvelle-Calédonie, mais également partout ailleurs, que la leptospirose et les événements groupés de cas de leptospirose sont extrêmement liés aux événements climatiques, et notamment aux fortes pluies. Vous voyez, même les Nouvelles-Calédoniennes le savent, la leptospirose revient après les pluies. Alors comment fonctionne la leptospirose? C'est une maladie bactérienne. On a des animaux, des mammifères qui sont réservoirs. Énormément de gens associent la leptospirose aux rats. Il faut savoir qu'en Océanie et également en Nouvelle-Calédonie, le porc, qui n'est pas représenté ici, est également un réservoir très important. Mais le cerf, les bovins, dans certains pays, les chiens et même les roussettes peuvent être porteurs de leptospire. Ces animaux vont excréter ces bactéries dans l'environnement. Et la très grande majorité des cas humains ne sont pas directement au contact d'un animal, mais sont via l'environnement. Donc la question un petit peu, pour que cette transmission se fasse depuis les animaux réservoirs, il faut que nos bactéries soient capables de survivre dans l'environnement, et c'est là-dessus qu'on a concentré notre projet. L'objectif sociétal, c'est de comprendre mieux la transmission de la leptospirose, et bien sûr ainsi de permettre de meilleurs outils de prévention. Alors l'approche, la méthode et les acteurs, c'est une recherche qui va combiner des observations sur le terrain et des études contrôlées au laboratoire, dont je vais vous parler. La démarche, ça va être d'abord d'identifier et de caractériser les milieux qui permettent la survie des leptospires pathogènes, donc de ces bactéries. Et ensuite, on voudrait essayer de décrire et de modéliser la présence et également la concentration, donc décrire au niveau quantitatif, de leptospires dans l'eau pendant les crues suite aux fortes pluies. On mobilise des compétences en microbiologie à l'Institut Pasteur, également en hydrologie à l'IRD et en géochimie, hydrogéochimie à l'IRD et à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. On a 2 types de terrains d'études. Un premier terrain d'études, c'est les sols. Pourquoi les sols? Parce qu'on pense qu'en dehors des épisodes de fortes pluies, les leptospires vont survivre dans les sols. Il y a différentes évidences épidémiologiques et on a travaillé également là-dessus. Je vous en présenterai quelques résultats. Donc ce premier terrain d'étude, il couvre l'ensemble de la Grande Terre. Pourquoi l'ensemble de la Grande Terre? Parce qu'on n'a pas, très peu, voire pas du tout de leptospirose aux loyautés. Et l'idée, c'était de couvrir l'ensemble des types pédologiques, des types de sols qui existent en Nouvelle-Calédonie,
pour voir dans quel type de sol les leptospires étaient capables de survivre. Donc on a prélevé sur ces différents types de sols 37 échantillons de sol. Et l'autre aspect de notre terrain d'étude, c'est l'hydrologie, et c'est quelque chose qu'on fait sur la commune de Touhou. Alors la commune de Touhou a tout à fait du sens, puisque vous voyez sur cette carte d'incidence de la leptospirose en Nouvelle-Calédonie que l'incidence la plus forte est observée en province nord, et notamment sur la côte est de la province nord. Donc à Touhou, on est effectivement dans un endroit où on a beaucoup de leptospirose. Donc ce terrain d'étude d'hydrologie est à Touhou, une commune où la leptospirose a une très forte incidence. Le travail se fait sur le bassin versant de la Thième, qui est aménagé dans le cadre du projet Rescue, on va y revenir, qui a été à nouveau, l'aménagement a été renforcé par la province Nord récemment et par le Cressica également. On va travailler sur 3 parcelles avec des couverts végétaux qui sont contrastés, une savane à Niaouli, je vous montrerai une image de cette parcelle de savane, une forêt qui est assez impactée par les mammifères envahissants, cerfs et cochons, qui en dehors d'être envahissants sont également des réservoirs potentiels de leptospirose, et une forêt qui a une bonne régénération et qui en plus récemment a été mise en défense pour éviter qu'elle soit fréquentée par les mammifères envahissants. On s'est appuyé sur une instrumentation préexistante et le Cressica nous a également permis d'acquérir et de renforcer cette instrumentation sur les parcelles. Donc voilà à quoi ressemble la parcelle savane. Donc on a en fait 3 parcelles, une savane, une forêt dégradée et une forêt en bonne santé. Ces 3 parcelles font chacune à peu près 100 mètres carrés. Elles sont de pentes identiques ou extrêmement proches et elles sont fermées sur toute leur bordure par des tôles qui sont enfoncées dans la terre. Il y a une sorte de gouttière qui est installée au bas de la parcelle et qui va permettre de récupérer l'intégralité des eaux de ruissellement à chaque épisode de pluie. À l'issue de cette gouttière, il y a un système de canal d'approche qui permet de collecter cette eau avec un seuil jaugeur et un puits de mesure dans lequel toutes les mesures de qualité de l'eau et les prélèvements pourront être faits au cours des épisodes pluvieux. Voici le bassin versant dans lequel s'inscrit ce travail. Donc le Cressica nous a effectivement permis d'acquérir d'une part un préleveur automatique, ISCO, qui va être placé ici et prélever les eaux au fur et à mesure qu'elles s'écoulent, et en même temps qu'un lecteur, un mesureur, enregistreur multiparamètre Odéon qui va nous permettre de mesurer la température, le pH, la turbidité en direct et de mémoriser ces données. Concernant les premiers résultats sur les sols, donc on a prélevé, comme je vous l'ai dit, 37 sols qui représentent les 15 types pédologiques majeurs de la Nouvelle-Calédonie. De mai à juillet, donc mai à juillet, ce n'est pas la saison où on a le plus de leptospirose clinique, puisqu'on commence à rentrer dans la saison fraîche. On a détecté par PCR quantitative la présence de leptospires natifs dans pratiquement un quart de ces sols prélevés sur la Grande Terre. D'autre part, on a isolé et caractérisé ces leptospires qui étaient présents naturellement. Ça nous a permis de décrire des nouvelles espèces. Donc on a un petit peu communiqué là-dessus. On a décrit 18 nouvelles espèces sur ces dernières années. Ce n'est pas seulement dans le but de faire un inventaire un petit peu animalier de nos bactéries préférées, mais ça nous a vraiment convaincus que l'habitat naturel de ces bactéries, ce n'est pas l'eau, mais c'est bien les sols. Donc ça soutient un petit peu notre approche d'étudier les leptospires dans les sols. Donc ensuite, on s'est dit comment étudier la capacité des sols à permettre cette survie. Donc à partir des sols prélevés, on a préparé des solutions de sol, c'est-à-dire qu'on fait barboter de l'eau avec ces sols pendant 3 jours, et ensuite on récolte cette eau, on la filtre pour enlever l'ensemble des bactéries, on va mettre des leptospires en contact de ces solutions de sol. Donc on observe effectivement des survies extrêmement contrastées. On a une technique qui nous permet, on le voit ici, quand les puits sont bleus, ça veut dire que nos leptospires sont morts, et quand les puits sont roses, ça veut dire que nos leptospires sont vivants. Et on a effectivement, selon les sols et selon les solutions de sol, des temps de survie des leptospires dans ces solutions qui sont extrêmement contrastés. En parallèle, on a fait doser dans ces solutions de sol un grand nombre d'éléments chimiques, et notamment métalliques, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui déterminait la survie des leptospires. Malheureusement, dans l'état actuel, on n'arrive pas à expliquer avec ces différents dosages qu'est-ce qui conditionne la survie ou non de ces leptospires dans les solutions de sol. Donc, au total, qu'est-ce que ça nous apprend? L'eau, effectivement, prend l'empreinte chimique des sols et ça va contribuer à une survie plus ou moins longue des leptospires dans ces eaux.
Mais par contre, les éléments qu'on a dosés ne nous permettent pas d'expliquer ces différences de survie. Donc on a discuté récemment, et c'est une des forces du CRESICA en pluridisciplinaire, une autre hypothèse qui serait que ce soit la nature de la matière organique dissoute dans ces solutions de sol qui serait à l'origine d'une survie différentielle des leptospires dans ces solutions de sol. D'autre part, l'équipement des parcelles nous permet de prélever des eaux au moment des crues. Donc j'ai illustré ici à la sortie de la parcelle Scar, donc qui est une parcelle de forêt abîmée par les cochons et les cerfs. On a ici un épisode de pluie du 27 avril, où on a en rouge la courbe de turbidité. Donc on voit qu'on a au moment du ruissellement dans cette parcelle une eau qui devient très chargée. Et effectivement, quand on prélève cette eau, dans cet épisode, on détecte du leptospire dans les eaux qui ruissellent de cette parcelle. Alors, je suis désolé parce que l'écran a été un petit peu abîmé là où il y a des choses à voir. Et c'est une autre présentation du même épisode pluvieux. Et ici, en bleu clair, mélangé avec le tag, vous avez l'épisode de pluie. Donc ça, c'est les données du pluviomètre. Quand la courbe descend réellement, c'est le moment où la pluie est extrêmement forte. Et vous voyez que les leptospires, on les détecte en fait quelques minutes, ou en tout cas moins d'une heure après cet épisode de forte pluie. Donc ça renforce un petit peu notre hypothèse que ces leptospires vivent dans les sols. Au moment des fortes pluies, ils sont mobilisés et ils vont regagner progressivement notre système de collecte l'ISCO, mais en pratique les cours d'eau dans lesquels les gens pourront être exposés. On a communiqué sur ce travail. D'une part, il y a ma doctorante Émilie qui se fera un plaisir de répondre à vos questions, qui a communiqué à un congrès international au Canada en juillet. J'ai eu la chance d'être invité pour 2 conférences grand public aux médiathèques de Coné et de Pointe-d'Imier en mai, où on a eu des discussions extrêmement intéressantes avec les gens qui étaient venus assister. Donc les perspectives de ce projet, on doit quand même continuer à identifier les déterminants de la survie des leptospires, notamment dans les solutions de sol, à travers les discussions qu'on a eues avec les partenaires du CRESICA. On va essayer d'envisager cette hypothèse de la nature de la matière organique dissoute dans les solutions de sol comme explication de la survie différentielle. On va mettre en œuvre très rapidement au laboratoire des microcosmes de sol complets, non plus mettre des leptospires uniquement dans des solutions de sol et dans les sols, pour intégrer également des éléments de granulométrie et de physique des sols. Et puis on doit lever des blocages techniques pour les prélèvements d'eau, parce qu'en fait on s'aperçoit qu'au moment où on vient prélever nos prélèvements dans l'ISCO, donc dans le préleveur automatique, très souvent on a eu le temps d'avoir une dégradation importante des leptospires dans ces prélèvements d'eau et on a du mal à avoir de la donnée quantitative pour l'instant. On espère, une fois ces blocages techniques levés et nos résultats de microcosme, que le projet puisse fournir des résultats d'intérêt pratique l'année prochaine. Dernière perspective, dans la suite un petit peu de ce projet à surpluie, le même consortium de chercheurs ainsi que quelques autres collègues, on a proposé un projet qui s'appelle Spiral, qui donc va adresser les questions de relations sol, forte pluie et leptospirose. Et on a eu la chance que ce projet soit retenu et financé par l'ANR à partir de l'année prochaine. Je vous remercie. Alors, il marche celui-là aussi ? D'accord. Les leptospires sont très rarement présents dans la salive, donc se faire mordre, normalement, c'est pas un risque de leptospirose. Il y a des publications qui rapportent effectivement des leptospiroses suite à une morsure de rat, mais ça c'est lié un petit peu à une mauvaise habitude du rat quand il est en situation de stress et d'attaque de faire pipi en même temps. Donc on crée la plaie qui va être la porte d'entrée avec la morsure et le rat, par malheur, fait pipi dessus. En pratique, c'est vrai en Nouvelle-Calédonie, mais c'est vrai également au niveau mondial. On considère qu'à peu près 95% des cas,
il n'y a pas de contact direct entre l'animal réservoir de ces bactéries et la personne qui est atteinte de la leptospirose, et ça se passe via l'environnement. Alors il y a des exceptions, hein. Les exceptions, ça peut être les vétérinaires, ça peut être les personnels d'abattoir. En Nouvelle-Zélande, c'est énormément les personnels d'abattoir ou les gens qui travaillent dans les fermes laitières, ils sont dans des fosses en dessous des vaches, et donc ils se font asperger par les urines pendant qu'ils font la traite. En Nouvelle-Calédonie, c'est très clairement une contamination environnementale, sauf peut-être des retours de chasse où on peut couper une vessie ou couper un rein et avoir un contact direct. Mais le plus souvent, c'est quand même un contact environnemental, très clairement. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, le chat, a priori, n'est pas un vecteur du leptospire. Est-ce qu'il y a des études qui ont été faites sur ça pour comprendre pourquoi lui ne transmet pas cette bactérie et donc peut-être s'en servir pour trouver voilà, des systèmes de protection, enfin essayer de comprendre ce qui se passe chez le chat pour l'adapter à d'autres organismes? Le chat, effectivement, semble très peu sensible à la leptospirose. Il y a quand même quelques cas de vétérinaires qui décrivent des cas de leptospirose chez le chat. Dans la leptospirose, il y a quand même énormément d'histoires de coévolution. Les souches bactériennes coévoluent avec leur réservoir. C'est comme ça que les animaux peuvent être porteurs d'une bactérie pathogène sans avoir aucun signe. Il faut savoir qu'un cochon ou un cerf porteur de leptospire ne présente aucun signe clinique et il apparaît tout à fait en excellente santé, parce que c'est le leptospire qui est coadapté à eux. Le rat apparaît également en bonne santé, sauf que voilà, ils excrètent ces leptospires. Dans ces histoires de coévolution, il y a une coévolution qui est très très forte, c'est entre les chats et les rongeurs. Et depuis que les chats sont chats, ils mangent des rats. Et donc depuis que les chats sont chats, ils sont exposés à des leptospires. Et probablement que les chats qui étaient sensibles à la leptospirose, ils sont morts dans les générations d'avant. Voilà. Il y a des études épidémiologiques qui ont montré une diminution du risque d'attraper la leptospirose quand on a un chat. Après, objectivement, en Nouvelle-Calédonie, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais le chat pose d'autres problèmes, notamment écologiques et de prédation sur des espèces patrimoniales et ou en danger. C'est difficile d'aller encourager les gens à avoir des chats. Ils vont manger les geckos et les oiseaux avant de manger les rats, en pratique. Dans les élevages, pas particulièrement. Dans les zones où il y a des épandages, effectivement, pour nous, ce serait intéressant. Et si on peut prélever le lisier, montrer qu'il y a la présence de leptospire, et ensuite être présent au moment de l'épandage et faire un suivi temporel, c'est effectivement des terrains qui pourraient tout à fait nous intéresser. Ouais. Ce n'est pas prévu, mais ça pourrait nous intéresser. Alors j'ai deux questions, si on me permet. La première, c'était juste pour éclaircir le point concernant la mortalité des leptospires liée à la matière organique. Si j'ai bien compris, donc c'est l'hypothèse que vous allez étudier, ou c'est du coup vous avez déjà des conclusions sur le rôle que peut jouer la matière organique sur la survie ou la mortalité des leptospires? Et la deuxième question dans la foulée, je ne connais pas très bien le fonctionnement donc, de la leptospirose en général. Quel est le risque de contamination des eaux, des sols et des eaux par un animal mort? Et je pose cette question dans le cas très précis des opérations de régulation de cervidés et cochons. Et est-ce qu'elles représentent un risque ou au contraire un enjeu pour préserver les populations de la leptospirose? Merci. Comme j'ai une mémoire de poisson rouge, peut-être j'aurais oublié la deuxième question à la fin de la première réponse. Mais, on n'a pas de résultat qui confirmerait que c'est la nature de la matière organique dissoute qui serait responsable de cette mortalité des leptospires. Mais on a quand même un petit peu mouliné nos données dans tous les sens pour essayer de comprendre avec les dosages les différents métaux dont on a déjà parlé ce matin, mais également le fer, l'ammoniac, le potassium. Enfin, on a fait des dosages extrêmement larges et il n'y a rien dans notre jeu de données qui semble expliquer les différences de survie très marquées qu'on observe. Pourquoi on est sur cette hypothèse de la nature de la matière organique? Parce que les leptospires au laboratoire, c'est des bactéries extrêmement fragiles. Alors, c'est marrant que sur le terrain, elles soient capables de survivre de façon aussi forcenée dans des endroits difficiles. Mais
Par exemple, on laisse une goutte de produit vaisselle dans 1000 litres qui servent à nettoyer les tubes de culture, on est sûr de plus jamais pouvoir cultiver nos leptospires. Ils sont extrêmement sensibles ou à des acides gras qui seraient peroxydés, ou à des détergents, ou à des choses comme ça. Donc, la nature de la matière organique pourrait expliquer ça, et c'est un petit peu une hypothèse qu'on va fouiller parmi d'autres. Le risque de leptospirose lié à des animaux abattus, a priori, il est extrêmement faible parce que post-mortem, il y a une autolyse et une acidification des organes, et notamment des reins et de la vessie. Et pareil, les leptospires n'aiment pas tellement l'acidité, donc très rapidement, avec cette autolyse, les leptospires vont mourir probablement dans la carcasse avant qu'elle se dégrade. Merci pour votre présentation, Jean-Michel Fernandez. Moi, j'ai deux questions aussi, en fait. Si j'ai bien compris, la leptospire, en fait, elle pénètre dans le corps, voit une porte d'entrée comme une plaie, par exemple. D'accord. Donc, je me posais la question, parce qu'en fait, elle m'a été posée, je ne suis absolument pas spécialiste. Quand on marche dans une vase, est-ce qu'il y a des possibilités de contamination si on a une plaie ou tout simplement des pieds vraiment qui commencent à être bien humides? Et est-ce qu'il y a des risques de contamination si c'est une vase, ça pose la question à la survie de cette bactérie, une vase marine? Est-ce qu'il y a une survie, est-ce que la bactérie survit lorsque la salinité augmente, ou est-ce qu'on n'a pas d'informations là-dessus? D'accord. Alors on va commencer par une vase d'eau douce. Une vase d'eau douce, effectivement, on peut être exposé à des leptospires. Par contre, il y a des gens plus qualifiés que moi ici pour expliquer que ça va vraiment être dans les premiers centimètres. C'est des bactéries aérobies qui ont besoin d'oxygène. Dans une vase, dans des sédiments immergés, en général, l'oxygène, il est vraiment disponible que sur les premiers millimètres du sédiment. Mais effectivement, c'est un des endroits où on a retrouvé des leptospires pathogènes, y compris en allant investiguer des endroits où les gens avaient été infectés. Un pied qui a un peu traîné longtemps dans des chaussures sans vraie plaie, effectivement, un épiderme macéré un petit peu, ça peut être une porte d'entrée, mais la porte d'entrée réellement de choix, c'est des lésions ou des excoriations ou des petites plaies cutanées. Et effectivement, il y a énormément de cas qui sont liés à ça. Je suis toujours surpris qu'en Nouvelle-Calédonie, on n'a pas encore eu d'épidémie de leptospirose suite à des choses comme la transcale ou des choses comme ça, où on joue beaucoup à faire traverser des cours d'eau aux gens après qu'ils se sont arrangés les orteils pendant 40 ou 50 ou 60 km. Mais c'est extrêmement fréquent et ça arrive, ça a été très bien décrit à énormément d'endroits. Concernant l'eau de mer, les leptospires n'aiment pas le sel. Donc une vase de mangrove, c'est vraiment pas un endroit où on va attraper la leptospirose. Mais on a un projet de recherche, Roman, mon collègue qui est derrière vous, travaille sur les biofilms, et on montre que lorsque les leptospires sont organisés en biofilms, ils survivent à des salinités équivalentes à celles de l'eau de mer. De façon intéressante, on trouve de la leptospirose chez des mammifères marins, alors principalement des mammifères marins qui ont une phase de vie terrestre, comme les phoques ou les otaries, mais ce n'est pas totalement impossible. En Polynésie française, il y a beaucoup de cas de leptospirose qui sont liés à la pratique du surf dans les embouchures. Donc en fait, je pense que les meilleures vagues, c'est au moment où il y a également beaucoup de courant, donc c'est de l'eau saumâtre. Mais en eau saumâtre, en tout cas, ça reste possible. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure que les animaux coexistaient en fait avec les leptos. Je voudrais savoir pourquoi certains animaux, comme les chiens, peuvent mourir de la lepto. Est-ce que c'est dû à des mutations des leptos qui font qu'ils meurent, et également, en fait, qui sont réceptifs, enfin, qui sont eux aussi atteints de cette maladie? Donc effectivement, il y a une coadaptation des souches de lepto avec des autres mammifères. Et les chiens, quand ils sont infectés par une souche qui s'appelle Canicola, ils n'ont absolument aucun signe, comme un rat qui va être réservoir. Par contre, un chien qui va être infecté par une souche de rat, il va faire une leptospirose aussi sévère que ce que peut faire un humain, voire plus sévère que ce que peut faire un humain. Au même titre, les souches Pomona qu'on peut trouver chez les cerfs ou chez une partie du bétail, ils les rendent absolument pas malades. Chez les humains, ça leur fait des formes extrêmement sévères. Chez les chiens également, ça peut leur faire des formes sévères.
Donc si on a la souche à laquelle on est co-adapté, à laquelle on est devenu tolérant, il n'y a pas de maladie clinique. Ça existe très très bien chez le chien. C'est la souche Canicola qui n'existe pas a priori en Nouvelle-Calédonie. Mais par contre, si c'est la mauvaise souche à laquelle on n'est pas co-adapté, ça fait des maladies qui peuvent être extrêmement sévères. Des vaccins canins? Humains? Oui. Non. Alors, le vaccin humain, c'est uniquement la souche ictéro-hémorragique, qui est la souche des rats. Et la réglementation française, qui a été celle qui a également été choisie pour la Nouvelle-Calédonie, c'est de faire pratiquer ça par la médecine du travail en accord avec l'employeur. Donc je sais que certaines professions sont vaccinées dans un contexte médecine du travail. Ça doit s'accompagner de la mise à disposition d'équipements de protection individuelle, etc. C'est un vaccin qui offre une protection contre une seule souche. Par exemple, si je suis vacciné contre la souche du rat, ça ne m'empêchera pas d'attraper la leptospirose du cochon. Et c'est un vaccin qui protège de façon assez courte, de l'ordre de 1 à 2 ans. Donc ça veut dire qu'il faut faire un rappel tous les 1 à 2 ans, ce qui est peut-être possible en médecine du travail, mais assez difficile en population générale. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour. Ça aurait été pour savoir combien de types de leptospirose existent en Nouvelle-Calédonie? Alors, combien de types de leptospirose, donc combien de souches infectieuses? Dans les cas humains, on trouve à peu près 5 ou 6 souches, le plus souvent. Arrivent en tête les souches qui sont dont le réservoir est le rat. Et en deuxième, les souches dont le réservoir est le cochon. Et c'est à peu près vrai dans l'ensemble de l'Océanie, et même dans certains pays, les souches dont le réservoir est le cochon sont plus fréquentes que les souches dont le réservoir est le rat. On peut considérer qu'on retrouve 5 souches différentes dans les cas humains, sachant que même avec une infection naturelle, contrairement à la dengue, on va avoir une immunité de courte durée. Donc on peut très bien attraper la leptospirose du rat et 2 ans après réattraper la leptospirose du rat. Si entre-temps on fait celle du cochon, celle du cerf, et voilà, on peut. Il y a des cas, il y a des personnes qui ont attrapé plusieurs fois la leptospirose, voire, je crois que j'avais entendu 7 fois, 7 leptospiroses confirmées dans une vie. Et du coup, je me demandais, si vous dites que c'est lié au sol, est-ce que ça veut dire que dans une ville bitumée, même si des rats y vivent, on a moins de risques? Parce qu'en France, on a l'impression, quand on parle aux gens, qu'ils ne connaissent absolument pas la leptospirose. Pourtant, ils ont plein de rats. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a du bitume partout dans les grosses villes que du coup, il n'y a pas de sol, donc même s'il pleut... est-ce qu'il y a la leptospirose, par exemple, dans l'urine des rats, et donc du coup, si je marche pieds nus dans une rue ici, après une pluie, là où un rat aurait fait pipi, là, du coup, j'ai un risque de leptospirose? Ou non, en fait, vu qu'il n'y a pas assez du bitume? Alors, il y a de la leptospirose en climat tempéré. Il y a un épisode qui avait été assez bien étudié. C'était des triathlètes dans l'Illinois qui avaient, de façon assez nombreuse, attrapé la leptospirose pendant l'épreuve de natation dans le lac. Il y a de la leptospirose en France. Il y a, je crois que cet été métropolitain, il y a eu 3 enfants qui l'ont attrapé en Franche-Comté, donc c'est pas vraiment... Et par contre, il y a une composante climatique extrêmement importante. Les leptospires n'aiment pas trop non plus avoir froid. Effectivement, sur du goudron, un leptospire ne va pas survivre. Mais il y a même eu des épisodes de leptospirose groupés en France en milieu urbain. Par exemple, au moment de la grève des éboueurs, on finit par faire tellement exploser les populations de rongeurs que... même en étant le plus souvent quand même avec des chaussures et pas exposé à des eaux de surface, on peut avoir des épisodes de leptospirose en milieu tempéré, et même urbain. Bonjour. Tu disais qu'il n'y avait pas de cas de leptospirose aux îles Loyauté. Il y a une explication, ou est-ce que c'est le cas juste pour les îles Loyauté, ou c'est aussi le cas pour les autres îles autour de la Nouvelle-Calédonie? Je suis pas sûr de savoir.
Il y a des cas de leptospirose au Bélep, mais qui sont en fait plus de géologues que moi. Mais les Bélep, c'est un bout de la Grande Terre, je pense, hein, quand même. Il y en a un petit peu à l'île des Pins, pas beaucoup. Au Loyauté, je crois que du temps où on faisait le diagnostic en Dijon, j'avais dû voir passer un cas. Alors, un des éléments assez forts, c'est que, pareil, il y a des gens mieux qualifiés que moi pour en parler, mais il n'y a pas d'eau de surface ou très peu d'eau de surface au Loyauté. Donc l'exposition environnementale à des eaux de surface, même s'il y a des rongeurs, parce que s'il y a des cocoteraies et des rongeurs, normalement il y a de la leptospirose. L'exposition environnementale, justement, elle est à peu près réduite à néant parce qu'on ne va pas se baigner à la rivière à Lifou, on va se baigner à la mer. Est-ce que ce serait illusoire de rechercher des leptospires systématiquement dans les rivières? C'est absolument impossible ou au contraire possible? Faire un suivi Dans les eaux des rivières? Oui. Il n'y en a pas, avec en fait. les technologies actuelles, ce ne serait pas réellement possible. Peut-être avec des systèmes de capture, avec des billes qui auraient des anticorps et on viendrait récupérer quelque chose qu'aurait vu passer 10 mètres cubes. Nous, quand on est allé investiguer les lieux où les gens avaient attrapé la leptospirose, au début, on a fait énormément de prélèvements d'eau qui sont tous revenus négatifs. Et par contre, quand on prélevait dans ces mêmes lieux de baignade le sédiment ou les sols des bords de rivière, on a trouvé énormément de leptospires. Donc c'est vraiment l'élément écologique qu'on en retire, c'est que leur vrai lieu de vie initial, c'est les sols. Et c'est un petit peu l'hypothèse qu'il y a dans la surpluie. Ils vivent dans la terre. Et c'est en fait accidentel qu'ils se retrouvent dans l'eau. Ils n'aiment pas du tout les ultraviolets, par exemple, donc ils n'aiment pas être exposés dans une eau claire. Donc on parle beaucoup d'eau stagnante. En fait, dans l'eau stagnante, normalement, il n'y a pas de leptospire. Il y en a peut-être dans les premiers millimètres du sédiment où il y a encore un peu d'oxygène. Et si on l'attrape dans une eau stagnante, c'est parce qu'on va remuer la boue, mais ce n'est pas dans l'eau. Donc suivre les eaux, pour l'instant, ça n'aurait pas réellement d'intérêt, ou suivre les eaux uniquement au moment d'épisodes de remise en suspension. Ouais, voilà. Finalement, c'est un problème avec les sécheresses qui augmentent. Tu penses qu'il y aura un peu plus de lepto, finalement, puisque... Enfin, Je ne fais pas de pari là-dessus.